François, tu as une carrière dans la direction juridique depuis de très nombreuses années. Tu es également le cofondateur de l'Agora des directeurs juridiques. Tu as passé 17 ans chez Microsoft IMIA. Aujourd'hui, tu es depuis 2 ans le VP des affaires réglementaires chez Criteo. Merci d'avoir invité Madame Toledano, que je vais te laisser présenter, et qui va intervenir sur le thème GAFA, comment reprendre le pouvoir, avec plusieurs questions. Comment comprendre comment les GAFA verrouillent la concurrence et définissent leurs propres règles. Et puis, comment justement reprendre le contrôle, ce qui est tout le sujet de votre intervention. François, je te donne la parole. Merci beaucoup Julien et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre ce soir. Pour moi, c'est un immense plaisir d'accueillir sur le plateau d'Agora Club Joël Toledano. Alors, permettez-moi de vous présenter en quelques mots parce que voilà, c'est quand même important. Vous êtes professeur émérite en sciences économiques associé à la chaire Gouvernance et Régulation de l'Université Paris-Dauphine et vous êtes membre de l'Académie des technologies. Mais avant ça, vous avez d'abord été docteur en mathématiques et en économie. Vous avez mené une double carrière, universitaire et en entreprise, avant de vous investir dans les sujets de politique publique et de régulation. Récemment, le numérique, les fréquences et la blockchain sont au cœur de vos travaux qu'on va découvrir ce soir. Vous avez débuté comme attaché de recherche au CNRS, puis comme maître de conférence. Vous avez ensuite occupé différents postes de direction dans des sociétés informatiques et je pense que mes confrères DSSI et RSSI ils seront très, très attachés. Donc je crois que vous avez travaillé chez GSI, chez TITN et chez CMC Ressources Humaines, qui est une filiale du groupe Concept. Donc je tiens à préciser ces points-là parce que je sais que ça intéressera certains de nos participants. Et puis, vous avez rejoint en 1993 le groupe La Poste. Alors après, je ne sais pas si c'est une société informatique, le groupe La Poste, mais vous avez été, à partir de 2001, la directrice de la régulation européenne et nationale de La Poste. Ensuite, vous avez été nommé professeur des universités à Supélec en 2005, puis membre du collège de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, on va dire l'ARCEP, de 2005 à 2011. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, des rapports publics, des articles scientifiques et grand public dans les domaines de l'économie industrielle, de l'économie et de la régulation du numérique, des communications électroniques et des postes. Et je rajouterai pour ceux qui ne vous connaissent pas encore que votre parole est très écoutée par les régulateurs et par notre gouvernement. Et la sortie de votre livre GAFA, reprenons le pouvoir, arrive au moment même où la Commission européenne s'apprête à sortir des initiatives réglementaires majeures en matière de données et de concurrence. C'est pourquoi nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Alors, François, simplement, j'invite avant de commencer l'interview l'ensemble des participants à allumer leur caméra pour qu'on puisse les voir, puisqu'on a la chance d'avoir ce grand écran derrière nous. Donc l'idée est de se retrouver comme on a l'habitude de le faire au sein du club. Donc les micros restent fermés, mais vous pouvez allumer les caméras si c'est possible chez vous. Et François, je te laisse la parole pour continuer l'interview. Merci Julien. Écoutez, je vais commencer par une première question qui est assez évidente, mais qui nous intéresse. Ça permet d'avoir le contexte. Comment en êtes-vous venue, Madame Toledano, à vous intéresser aux grandes plateformes? Car c'est un sujet de réflexion qui n'est pas nouveau pour vous. Alors pourquoi ce livre? Alors d'abord, merci beaucoup pour ce portrait particulièrement flatteur. Pourquoi ce livre? En réalité, il y a deux événements qui m'ont fait m'intéresser au sujet. Un premier, il se trouve que un de mes amis a été parmi les plaignants de l'affaire Google Shopping et que donc c'était l'époque où je venais de sortir de l'ARCEP et de finir mon mandat de régulatrice. Donc on avait des discussions sur la possibilité de réguler, de ne pas réguler, les problèmes qu'ils rencontraient, etc. Et ça m'a quand même intéressée. Évidemment, tout le monde était de toute façon intéressé par ce qui se passait, mais disons que c'est le premier point. Le deuxième, qui est probablement vraiment le fil conducteur, ce qui m'a fait écrire ça, c'était en 2015. Je me suis retrouvée dans une réunion académique où j'écoutais des anciens collègues, enfin, les présidents d'anciens collègues. Il y avait le président de l'autorité de la concurrence, le président de l'ARCEP, un membre du collège du CSA, enfin bon, que des régulateurs. Et je les entendais parler de ce sujet que je connaissais mal, au fond, enfin, que je ne connaissais que très dans les grandes lignes. Je n'avais pas encore creusé et travaillé sur le sujet.
Et j'ai été fascinée par cet écart entre d'un côté le fait qu'à les écouter, il y avait de façon évidente un problème de pouvoir de marché, et que pour autant, il ne semblait pas y avoir de solution. Alors ça m'a beaucoup intriguée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et je me suis mis en fait à ce moment-là à travailler dessus pour essayer de comprendre, pour essayer de voir ce qui avait été écrit dans ma discipline, qui est l'économie. Hein. Et c'est comme ça qu'en 2017, en fait, j'ai écrit un document, qui est un working paper, comme on dit chez nous en jargon, qui avait été publié dans le cadre de la Fondation Digitale dirigée par Olivier Sichel. Et c'est le premier papier que j'ai écrit pour essayer de comprendre. Et en réalité, le livre, c'est la suite de ça, et c'est la suite aussi de cette frustration que j'éprouvais ces dernières années, quand j'écoutais les gens parler du sujet et verrouiller tous les possibles. On se mélangeait entre d'un côté les incantations, ça on est formidable pour faire des incantations et pour dire c'est pas possible et puis on va mettre une nouvelle taxe. Et puis par ailleurs, en réalité, c'est suffisamment peu précis pour qu'à la fin, même la taxe ne marche pas. Donc, j'ai essayé de voir si j'avais quelque chose de mieux à faire. Très bien. Alors, pour parler de la taxe, puisque vous savez que Criteo est, si je peux me permettre, hein, c'est la victime collatérale de la taxe GAFA, puisqu'on a le malheur d'être dans le même type de business que Google et Facebook, et malheureusement de faire suffisamment de chiffre d'affaires pour tomber sous le champ de cette taxe. Oui, effectivement. Bel exemple. Pardon, là c'est un peu plus compliqué parce que cette taxe-là est censée répondre à un problème qui est le contournement par un certain nombre d'acteurs, et pas seulement les GAFA, je ne dis pas que c'est le cas de Criteo, mais au fond de toutes les grandes entreprises, et un peu plus encore les grandes entreprises du numérique, parce qu'elles sont vraiment beaucoup dans le virtuel, qui sont, au fond, qui arrivent à contourner la fiscalité en restant, grosso modo, conformes au droit d'aujourd'hui, mais le droit d'aujourd'hui, c'est le droit d'hier, et pas le droit du XXIe siècle. Et donc, on a un vrai problème de taxation d'un certain nombre d'entreprises, pas seulement des GAFA. C'est vrai que dans cette bagarre politique que finalement le gouvernement a lancée, et je crois qu'il avait raison de lancer cette bagarre au plan politique, on est, comme vous le dites, il y a des victimes collatérales. Bon, écoutez, on va changer de sujet. Maintenant, on va parler un petit peu du bilan assez critique que vous dressez de la situation actuelle dans votre livre, et vous décrivez le mode opératoire des GAFA. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, parce que nous ne sommes pas tous nécessairement très familiers de leurs modèles économiques. Quels sont-ils et y a-t-il des similitudes entre eux, des similitudes remarquables, et en quoi se différencient-ils les uns des autres? En fait, ce qu'ils ont en commun, c'est d'avoir, après avoir réussi à mettre en place des entreprises très remarquables, très appréciées des consommateurs, ils ont en commun d'avoir mis en place des pratiques beaucoup moins remarquables d'une certaine façon, ou en tout cas très remarquables dans le sens où elles sont assez largement anticoncurrentielles, qui visent au fond à verrouiller les marchés. Ils se sont rendus compte, quand ils sont rentrés sur le marché, presque tous, Amazon peut-être un peu moins, mais les autres, qu'ils ont pris la place de concurrents qui, après avoir été très très bons, ont été déboulonnés par ces nouvelles offres, parce qu'on est dans le monde numérique, et comme maintenant tout le monde le sait, dans le monde numérique, le meilleur ramasse la mise. Oui, tout à fait. Mais il ramasse la mise, et dans un monde normalement concurrentiel, il est susceptible de, lui aussi, se faire concurrencer par le suivant, qui viendrait avec un beau produit, et de nouveau, il faudrait jouer les économies de réseau, les économies d'échelle, etc., etc. Sauf que, justement, pour ne pas subir ce genre de choses, ils ont verrouillé leur marché. Alors, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont mis en place des stratégies de verrouillage du marché, que ces stratégies de verrouillage, grosso modo, elles visent toutes, à partir de leur point fort, à s'étendre un peu en tache d'huile, successivement, à prendre de plus en plus de secteurs d'activité,
en mettant en œuvre des stratégies similaires. Les effets de levier, les acquisitions qui visent à rendre impossible la concurrence, l'utilisation des algorithmes pour systématiser un certain nombre de pratiques, etc., etc. Par contre, ce qu'ils ont de totalement différent, c'est qu'ils ont chacun un modèle économique et qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Alors, on a tendance, par exemple, à mettre dans le même bain Google et Facebook sous prétexte que tous les deux ont en commun les revenus de publicitaires. vivre par les revenus publicitaires. Mais une fois qu'on a dit ça, et je pense que François, vous pourriez le montrer beaucoup mieux que moi, leur façon effectivement de vivre avec les revenus publicitaires sont totalement différentes et les mondes qu'ils attaquent sont des mondes économiques totalement différents. Google, pour faire très très simple, c'est le monde de l'information sous toutes ses formes, alors que Facebook va être le monde des réseaux sociaux, là encore sous toutes ses formes. Maintenant, si on parle d'Apple et d'Amazon, dans les deux cas, vous trouverez des places de marché, mais après, une fois qu'on a dit ça, évidemment, ce que ces deux autres entreprises ont en commun par rapport aux précédentes, c'est qu'elles ne sont pas totalement virtuelles, ce qui est très intéressant à noter parce que, pardon, je fais une parenthèse, souvent, quand vous discutez avec les gens sur les GAFA, ils vous disent tous c'est le monde virtuel. Plus matériel que Amazon et Apple, qui font respectivement 70 et 80% de leur chiffre d'affaires avec du monde physique, Oui. c'est difficile. Donc, toutes les deux sont dans le monde physique et chacune d'entre elles a mis en place, là encore, un modèle économique particulier. Alors, Apple, si je veux simplifier, c'est au fond le monde du virtuel sans couture. Vous passez de l'un à l'autre, tout se passe bien et vous cherchez à y rester. Enfin, ils vont chercher à vous faire y rester, pardon. Oui, parce que chacun cherche à vous garder. Et chacun cherche à vous garder. Et Amazon, ça va être pareil. C'est par un certain nombre de mécanismes, à chaque fois, un modèle économique, une dynamique, des moyens de contrôler. Et c'est ça qu'ils ont en commun. Et ce qu'ils ont de différent par rapport à toutes les autres plateformes numériques, c'est qu'au fond, ils ont réussi à suffisamment sophistiquer ces modèles économiques pour que, même si vous vous attaquez à un problème, en réalité, vous n'avez pas déverrouillé le monde qu'ils ont fermé. Si vous prenez Amazon, par exemple, aujourd'hui, tout le monde va vous parler de la marketplace. C'est vrai, la marketplace joue un rôle, les commerçants qui se mettent sur la marketplace jouent un rôle, mais je pense que quand bien même on démantèlerait sous une forme ou sous une autre la marketplace, avec les produits propres, etc., c'est Amazon Prime et les aspects logistiques qui, je pense, sont vraiment la pierre angulaire de ce modèle économique. Avec l'architecture cloud. Avec par ailleurs l'architecture cloud, mais là je restais, bien évidemment, vous avez raison, avec l'architecture cloud qui va en plus dégager des marges formidables. Très bien, alors par contre, donc vous nous avez présenté rapidement les 4 GAFA, Oui. mais il y en a un qui a eu un traitement un petit peu particulier dans votre livre, c'est Google. Alors pourquoi vous avez accordé un chapitre complet à Google? Qu'est-ce qui vous intéresse plus dans Google que dans les autres? Il est plus méchant, il est plus gros, il est plus protéiforme? Écoutez, je vais vous faire une confidence. Je n'ai pas attribué un chapitre particulier à Google. Dans la première version de mon ouvrage, les deuxième et troisième chapitres étaient ensemble. Ah d'accord. Et c'est mon éditrice qui m'a suggéré de les séparer parce qu'elle trouvait... C'était trop court? Non, et elle avait raison en réalité. Mais moi, je les avais écrits d'un trait parce que ce que je cherchais à faire, au fond, c'est à décrire sous les différents aspects de l'analyse économique et de l'économie industrielle ce qu'était ce monde. Il se trouve que sur chacun des aspects importants du bouquin, ce que je cherche à faire, c'est à la fois à décrire, de prendre un exemple, et en même temps à présenter la théorie qui va avec. Si vous prenez le sujet des acquisitions, qui est un sujet central pour comprendre effectivement le mode de fonctionnement des GAFA, et bien, sur ce sujet-là, il y a à la fois toute une série d'analyses qui sont faites sur l'ensemble des acquisitions, sur ce que nous dit la théorie économique, sur les débats économiques,
Et puis, il y a tout un passage illustré par la stratégie d'acquisition de Facebook. Si vous prenez un autre sujet qui sera les problèmes de responsabilité, je fais la même chose, au fond, et je l'illustre avec Amazon, qui joue ces multiples rôles avec des tas de conflits d'intérêts. Donc, en réalité, pour moi, il n'y en a pas un, au fond, qui est plus important que les autres au sens de ce qu'ils représentent. Je pense que chacun d'entre eux nous dit quelque chose de très stratégique par rapport à notre avenir et qui deviendrait grave si on ne s'y attaquait pas. Et Google n'est pas plus important que ne l'est Facebook ou Amazon ou Apple. Merci. Écoutez, notre avenir, justement, vous en parlez dans le livre, puisqu'en fait, après avoir dressé un bilan quand même relativement critique de la situation actuelle, tant la situation de fait, commerciale, économique, sociétale et réglementaire, c'est un peu l'échec de la réglementation actuelle, votre livre propose quelques axes de réflexion pour les régulateurs français et européens. Est-ce que vous pourriez nous présenter dans les grandes lignes ces axes de réflexion que vous proposez dans le livre, ou certains d'entre eux? Bien sûr. Alors, il y a un point avec lequel je vais commencer, et puis sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure, qui est celui du diagnostic que je fais de ce qui s'est passé jusqu'à présent et de la possibilité du droit de la concurrence de régler les difficultés auxquelles on est confronté. Je pense que le droit de la concurrence n'est pas à même aujourd'hui de répondre aux problèmes auxquels on est confronté, pas plus le droit de la concurrence tel qu'il est aujourd'hui que celui qu'il pourrait devenir si on y apportait un certain nombre de modifications. Alors, je pourrais rentrer dans le détail, mais au fond, il y a deux types de difficultés, même peut-être trois. Le premier type de difficulté, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de caractéristiques de l'économie numérique qui nous obligent à reconsidérer les outils habituels du droit de la concurrence. Je ne prendrai qu'un exemple qui est en général la toute première couche d'un raisonnement d'analyse concurrentielle. Quand vous êtes avec des plateformes, l'analyse du marché, alors que vous avez dans une plateforme, vous avez au moins deux marchés qui interagissent l'un avec l'autre, fait que ce qu'on appelle un marché pertinent, ça devient compliqué à rentrer dans la logique habituelle du droit de la concurrence. Je m'arrêterai là, je n'irai pas plus loin, mais simplement là-dessus, et puis tout ce qui en découle, toutes les habitudes quantifiées, etc. De la même façon que le fait qu'il y ait un certain nombre de prestations gratuites, ça complexifie énormément les outils habituels du droit de la concurrence. Donc, on a de toute façon à réviser au regard des nouvelles théories économiques un certain nombre d'outils. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ensuite le fait que quelque révision qu'on fasse, on est dans un droit jurisprudentiel. Et quand bien même il y a eu des décisions qui ont été prises et des analyses qui ont été menées, tant que ces analyses ne sont pas tamponnées, ou sont tamponnées, j'en sais rien, enfin on verra bien, on verra par la Cour de justice, on vit sur les jurisprudences précédentes. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a une décision qui a été prise à Bruxelles qu'on peut dire qu'on sait traiter un certain nombre de problèmes, on sait juste que la Commission européenne le traite comme ça. Donc, même pour les décisions qui ont été prises jusqu'à présent, il va falloir attendre pour qu'on puisse dire qu'on est rentré dans une façon d'analyser les sujets qui est un peu modifiée par rapport à la précédente. Et puis, vous avez un troisième point, un troisième problème, qui est effectivement que, en tout état de cause, les autorités de concurrence, si elles savent éventuellement condamner en y ajoutant un certain nombre de condamnations possibles, il y a une chose qu'elles ne savent pas faire, c'est d'assurer le suivi de ces décisions. Et on se retrouve en ce moment avec une décision croquignolesque qui est Google Shopping, qui, après avoir nécessité 7 ans pour être prise, depuis que cette décision est prise, tous les ans, je regardais ça avant-hier, finalement la décision a été prise en 2017. En 2018,
la Commission européenne nous a dit « Ah ben ça va, finalement les remèdes proposés par Google marchent ». En 2019, elle nous a dit « Il ne marche pas ». En 2020, elle nous a dit « Il marche ». On ne sait ni pourquoi elle nous a dit que ça marchait, ni pourquoi elle nous a dit que ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen d'en discuter. C'est-à-dire tout ce que, je crois, peut apporter un système de régulation où il y a des vraies transparences dans les discussions, dans les décisions, dans les moyens de faire, on ne l'a pas parce que le droit de la concurrence, il n'est pas fait pour remettre de la concurrence. Il est fait pour condamner. Et sa façon de procéder ne nous permet pas d'avancer. Maintenant, je vais répondre à votre question, mais pardon d'avoir fait ce petit détour. Du coup, les solutions que je propose, à partir du moment où on se retrouve dans des situations complexes, c'est effectivement d'introduire une régulation pro-concurrentielle. Cette régulation pro-concurrentielle, pour moi, elle aurait un double objectif. La première, effectivement, d'empêcher de nouveaux abus de position dominante. Et deuxièmement, de réintroduire de la concurrence là où les marchés ont été verrouillés. C'est donc un système à 2 étages que je propose, un système où on aurait un certain nombre de règles qui interdiraient certaines pratiques, les effets de levier, certaines pratiques de prix, enfin on les connaît et on est capable de les lister, je les liste dans le bouquin mais je crois que ça ne servirait à rien de rentrer dans les détails, qui par principe, effectivement, poserait un certain nombre de conditions sur les acquisitions et en particulier renverrait la charge de la preuve effectivement aux acquéreurs qui ont beaucoup plus et d'informations et d'argent. Je vais un peu vite, mais je pourrais détailler après. Tout est détaillé. Alors par contre, je tiens à le dire, tout est détaillé dans le livre et c'est expliqué de manière très très simple parce qu'on a un certain nombre de participants dans le call qui ne sont pas des juristes. Et tous ces mécanismes, effets de levier, effectivement, sont très très bien expliqués. Donc, première étape, un certain nombre d'interdictions, mais ça c'est insuffisant. Ouais. Encore faut-il mettre en place des mécanismes pour réintroduire de la concurrence. Et là, ça signifie, puisque vous ai dit tout à l'heure, chaque modèle économique est différent, donc modèle économique par modèle économique, marché par marché, de s'interroger sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réintroduire de la concurrence. C'est évidemment, je lance un certain nombre de pistes sur chacune des entreprises, mais c'est un job de régulateur, c'est pas du tout un job qu'on fait tout seul dans son coin, sans faire des analyses, etc. Il se trouve que, en ce qui concerne Google et Facebook, très récemment, l'autorité de la concurrence britannique a fait un remarquable boulot qui a analysé effectivement à la fois a émis un certain nombre de propositions et d'hypothèses sur ce qu'il faudrait faire pour Google, ce qu'il faudrait faire pour Facebook. Dans un cas, on peut imaginer pour Facebook des solutions de type interopérabilité, alors que pour Google, ce serait plutôt des solutions de type transfert d'informations qui permettraient à des éventuels concurrents de ne pas se retrouver avec un tel écart sur la connaissance des besoins clients. Là encore, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est des solutions, on voit bien, sur les data, tout le monde parle des data, mais là, c'est 2 types de solutions différentes. Ce qu'il y aurait en commun, par contre, sur ces 2 entreprises, c'est évidemment la mise en transparence de tout le marché de la publicité qui est quand même extraordinairement opaque, aussi bien au niveau des algorithmes de recommandations que de ce qui est derrière les mesures de performance, et je cherche le mot, les enchères qui sont derrière. Tout ça est extrêmement opaque, donc là aussi toute une série de mesures. Quand on est dans le modèle Amazon, ça veut dire évidemment les problèmes effectivement liés à la place de marché, ce que la Commission européenne récemment a dit qu'elle allait commencer à investiguer de près avec un certain nombre de griefs. Elle rentre aussi dans Amazon Prime, mais juste sur ce qu'on appelle la buy box, c'est-à-dire les recommandations. Mais il y a Amazon Prime comme moyen effectivement d'acheter à peu près tout avec du coup le fait que les coûts de distribution, qui sont quand même un des éléments majeurs de la distribution, deviennent effectivement une barrière à l'entrée
par rapport à d'autres acteurs qui n'auraient pas la possibilité de s'appuyer sur Amazon Prime. Quand on est sur Apple, là encore, il y a d'autres solutions. Donc, simplement, l'idée, c'est effectivement d'avoir cette organisation à 2 niveaux, avec un régulateur qui aurait des équipes dédiées pour chacune de ces entreprises, parce qu'on est dans un monde extrêmement sophistiqué, extrêmement intelligent, et il faut des gens de toutes les disciplines techniques, économiques, juridiques, qui apprennent, qui rentrent dans les algorithmes, qui aient le moyen de travailler pour étudier, etc., et qui ne soient plus pieds et poings liés face à des acteurs qui ont tous les moyens pour eux. Donc, une organisation de la régulation, qui pour moi ne peut être qu'européenne, avec des représentants par pays, mais où effectivement il y aurait des équipes dédiées par modèle économique, quitte à évidemment mettre en commun un certain nombre de compétences. Voilà pour un résumé. Alors, ce qui est assez génial, c'est que votre livre, il a été écrit, il est sorti à la fin de l'été. Donc il a été écrit, je pense, au printemps. Ouais. Et dans quelques semaines, puisque début décembre, la Commission européenne va sortir sa principale initiative réglementaire en matière de droit de la concurrence. C'est une remise à plat du droit de la concurrence depuis des décennies pour mieux capter la dimension numérique. Donc justement avec ce qu'on appelle le Digital Services Act, qui va être... le projet va sortir début décembre. Il y aura un Digital Markets Act, donc qui lui par contre sera plus axé concurrence, plus axé régulation ex ante des plateformes dites structurantes gatekeepers. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir pour l'audience, en gros des GAFA. Et en fait on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place qui traduisent exactement ce que vous proposez dans votre livre. Donc quel espoir vous avez à la vue de cette initiative? Qu'est-ce que vous attendez de cette initiative réglementaire de la... Alors, d'abord, je suis un petit peu moins optimiste que ce que vous dites, parce que revenons à ce qui s'est passé en juin. En juin, ils ont mis sur la table 2 grandes consultations publiques, une sur le droit de la concurrence et une sur ce qui s'appelait effectivement à l'époque le Digital Services Act. Dans le Digital Services Act de l'époque, il y avait 2 grandes dimensions. Une sur la responsabilité et une autre sur la régulation des plateformes. Ouais. Sur la responsabilité, alors j'explique un tout petit peu ce à quoi ça renvoie. En fait, là encore, ça renvoie à une double dimension. D'une part, ça renvoie à la responsabilité des contenus dont on entend parler tous les matins, tous les soirs, dès qu'il y a une catastrophe, et qui est le contenu des réseaux sociaux. Et donc, qui est responsable de ces contenus? Aujourd'hui, de façon assez extraordinaire, ces grands acteurs qui voient tout ce qui se passe sur leur réseau sont irresponsables quand il s'y passe une catastrophe. Ça, c'est juridiquement, et c'est vrai aussi bien d'ailleurs aux États-Unis c'est la section 230. Voilà, qu'en Europe. Donc ça, c'est la première dimension. Et là-dessus, il y a un certain nombre de choses qui vont bouger. Et c'est ce qui a le plus clairement été annoncé à mon avis. Donc ici, dans ce point-là, je pense que c'est pas mal, avec un tout petit bémol de ma part, c'est-à-dire que je ne crois pas une seconde que s'intéresser au contenu sans voir le lien avec le modèle économique puisse être très efficient. Ouais. Qu'il faille rendre responsables les plateformes, ça me paraît, et les plus grosses, ça me paraît évident. Pour autant que les réguler uniquement sur des règles de contenu, sans voir que c'est le modèle économique qui pousse à un certain nombre de choses, je suis assez sceptique. Mais bon, ça c'est la première partie. Deuxième partie, en fait, ils ont enlevé de ce qui s'appelait le Digital Services Act, cette deuxième partie-là, et ils l'ont regroupée avec les réflexions sur la concurrence, sans que ce soit tout à fait très clair. Et on a vu apparaître ce mot de Digital Market Act, sans personnellement que j'ai vu très très clairement ce que ça recouvrait, si ce n'est que j'ai eu l'impression que ça poussait bien plus vers le droit de la concurrence que vers la régulation. Et ça m'inquiète. D'accord. Pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai fait ma petite introduction sur les aspects de concurrence. Mais comme on dit entre régulateurs, un bon régulateur est paranoïaque, donc peut-être que j'ai tort de m'inquiéter, et peut-être que tout sera merveilleux. Très bien.
Un bon régulateur est paranoïaque. Bah, écoutez, je vais m'arrêter sur ce propos et passer la parole à Julien parce que je pense qu'il y a... Moi, je pourrais continuer encore très longtemps, mais je pense que l'objectif, c'est quand même qu'on ait un dialogue avec la salle. Alors, quelles sont les questions qui remontent Alors, première question qui est plus stratégique avant de rentrer dans les détails. Pourquoi ne parlez-vous pas des GAFAM? Et justement, on a Microsoft qui est là, qui vous écoute. Pourquoi parlez-vous des GAFA et non pas des GAFAM? Il m'est arrivé de dire que, je ne l'ai pas écrit, mais ça a été que Microsoft, c'était le grand brûlé de la fin du XXe siècle. Je pense que jusqu'à présent, Microsoft avait dans sa culture, dans son souvenir, ce qui s'était passé dans les grands procès en concurrence qu'il a dû subir à la fin du XXe siècle, et que ça l'a rendu prudent. Donc son comportement est d'une certaine façon beaucoup plus citoyen. On n'en a pas encore parlé beaucoup, mais j'évoque pas mal dans le bouquin le fait que le comportement des acteurs des GAFA, c'est effectivement d'imposer leurs règles et de les créer, de les imposer au fond, de ne pas s'intéresser beaucoup aux règles nationales parce que c'est coûteux d'être un peu trop... Plus sauvage, un peu voilà. plus... Voilà. Et donc, je pense que Microsoft cherche davantage à s'inscrire dans les paysages nationaux et, jusqu'à présent, a plutôt eu moins de pratiques abusives telles que je les ai décrites pour les autres. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, mais je crois savoir d'ailleurs que dans un certain nombre de congrès, d'endroits, il était arrivé au GAFA justement de dire « Ah ouais, mais Microsoft, ils ne cherchent pas du tout à tangenter la ligne jaune. Nous, ce qui fait notre force, c'est qu'on n'a pas peur. » C'est qu'on n'a pas peur. Alors, ensuite, on a un DSI qui vous suit, notamment sur l'Express, où vous avez dit que il s'agissait de laisser la place aux autres, en dehors des GAFA. Donc, la question, c'est comment on peut empêcher les GAFA